Bienvenue à bord du voilier Storia Storia pour un voyage autour du monde à notre rythme. Venez avec nous explorer les océans. Vous êtes prêts? Alors embarquez! Aïe aïe aïe, une catastrophe. On a une fuite d'eau de mer à l'intérieur du bateau. On profite d'être en Colombie pour sortir le bateau de l'eau. Il y avait un travel lift parce qu'en sortant des Bahamas de Long Island, on a pris beaucoup de vagues. On a tapé sur la vague, on était face à la vague au moteur. Ensuite, sur la traversée Bahamas-Colombie, on a eu de l'eau de mer qui s'est infiltrée à l'avant du bateau. Et donc François est inquiet, à juste titre de tout ça. Il a été plongé pour voir l'état du propulseur. Il a vu que la trappe s'était enfoncée, donc là il vient de la redresser. Mais il ne voit pas d'où peut venir la fuite et l'eau qu'on a pris à l'intérieur. Donc moi j'aime pas trop quand on trouve pas d'où ça vient. Il y a encore plein d'eau à l'intérieur du propulseur. François décide de faire un petit trou pour évacuer l'eau. Il n'a pas l'air d'y avoir grand chose. Hein. Il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Et là tu rinces avec de l'eau. C'est pour que le mastic colle puisse prendre. Ah bah. I'm doctor. Souffle. Ça coule. Et enfin on trouve l'origine de la fuite. C'est le joint qui n'est plus étanche. On voit, il bouge. Hein. Oui, c'est souple, hein, c'est un joint souple, hein, donc c'est normal qu'il bouge. Je vais mettre la main. Dans le trou aussi, hein, t'oublies pas. Hein. Dans le trou. Qu'on a fait. Ah oui. On en profite pour visiter la Colombie, départ de Bogota, on a loué une voiture, mais les routes sont difficiles. Ce sont des routes de montagne, il n'y a pas d'endroit pour doubler et c'est rempli de camions, ils vont à 20 km/h. On met à peu près 3 heures pour faire 150 km, ça va à peu près, ouais, jusqu'à 4 heures pour faire 150 km. C'est vrai qu'il faut faire attention, il y a des nids de poules, des gros nids de poules sur la route. On a connu ça à Cuba, mais on pensait qu'en Colombie c'était moins difficile, mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Étape à Villa de Leyva, avec visite de son marché authentique le lendemain. Puis ensuite le joli village de Barichara, perché dans la montagne. On prend un avion à Bucaramanga pour rejoindre Medellín et ses rues animées. À Medellín, de nombreux téléphériques ont été construits pour relier les quartiers situés sur les collines au reste de la ville. La Comuna 13, c'était le quartier de Pablo Escobar des narcotrafiquants. Tout en pente et très dangereux.
Aujourd'hui, on assiste à une vraie renaissance urbaine avec les escalators qui ont désenclavé la zone et du street art qui amène les touristes. C'était une très belle expérience, cette visite de la Comuna 13 avec un guide. On a adoré. Ah oui, j'oubliais. On a aussi fait un trek de 4 jours dans la jungle à la découverte de la Ciudad Perdida. Comme base numéro 1, en pleine forêt colombienne. Chaud et humide. Alors il est 6h moins le quart là ce matin. Ça y est, on a pris le petit déjeuner. Tout le monde commençait à s'agiter à partir de 4h du matin. On s'est levé à 5h. Et puis on repart pour une journée 8 heures de marche. Il y a encore des dénivelés. Hier j'ai eu un peu de mal, hein. C'était fort dénivelé. Mais l'idée c'est d'arriver quand même avant qu'il fasse trop chaud, c'est-à-dire donc partir à 5h du matin, enfin 6h, comme les vrais randonneurs. Ouais, alors on n'est que avec des jeunes. Hein, Largement les plus vieux, oui. 25-30 ans, il n'y a personne de notre âge. Bon, moi je suis toujours derrière, mais ça va, j'arrive à suivre quand même, les autres m'attendent. Bon, voilà, moi je suis contente d'être là, c'est super beau. Et puis bah tant pis, ils font des pauses, hein, c'est pas grave. On n'est pas arrivé les derniers, il y a plusieurs groupes et on n'est pas le groupe qui est fini le plus tard. Donc tant mieux. La Ciudad Perdida, c'est une cité perdue, cachée au pied des montagnes de la Sierra Nevada. « 47 km à travers la jungle, en passant par des cascades, des rivières, et finalement pour atteindre ce site archéologique. » Non, moi je passe d'un trait sans y réfléchir. Au revoir François. Au passage, on a le temps de visiter des villages indigènes locaux. Et à la fin, il y a des marches, et encore des marches, et encore des marches. Well done, bravo. 1200 mètres, 1200 marches. Des petites marches, mais difficiles. On est arrivé à la cité perdue, en espagnol Ciudad Perdida, Lost City. Après bien des efforts, 2 jours de marche, c'était pas si simple. Très sympa, mais magnifique, hein, ça vaut le coup. On quitte la Colombie pour se diriger vers le Panama sur les îles San Blas, où on devrait atterrir dans 2 jours. On a 350 000, je crois 330 000 à faire. Le début est un peu compliqué parce qu'on doit passer le cap qui est en face le cap de la Barranquilla, qui est un cap assez traditionnellement agité. Et on a eu la tristesse d'apprendre qu'il y a 2 jours, un bateau qui était à côté de nous à Santa Marta a coulé, un catamaran à Lagune 42, a coulé en face de la Barranquilla. Il a été pris dans de la mer, ils ne savent pas très bien ce qui s'est passé. Ça s'est passé très vite, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que la mer était très grosse, ce qui est annoncé. On a regardé sur internet et au milieu de la Barranquilla coule un fleuve avec un fort courant qui se déverse dans la mer et qui charrie de nombreux détritus, notamment des troncs d'arbres. On décide de partir à 2 bateaux pour plus de sécurité. Donc on avait décidé pour
selon les informations météo qu'on avait, de passer près du cap de la Barranquilla, parce que c'était là où il semblait y avoir le moins de mer. Mais depuis ce naufrage, on a décidé de passer au contraire à 20 000 au nord de la Barranquilla, ce qui nous fait faire un cap qui n'est pas très agréable parce qu'on a les vagues qu'on prend de côté et il y a entre 2 et 3 mètres de creux. Donc les 50 premiers milles vont être un peu difficiles, puis après on devrait abattre et partir en vente arrière sur le reste de la traversée. Donc même s'il y a du vent et de la mer, en vente arrière on arrive à encaisser 3-4 mètres de creux et 30-35 nœuds de vent réel sans grande difficulté. Donc on va voir. Voilà. On espère qu'on va pouvoir faire quelques images après sur la course mer. On est obligé de prendre un troisième riz parce que ça force là. On savait qu'il y aurait du vent, mais il y a de très grosses variations de force de vent. Ça passe de 20 à 35 nœuds assez rapidement. Et comme il y a de la mer, le bateau part sur le côté et le pilote n'arrive plus à le contrôler. Où les muscles ne sont pas encore vraiment refaits. Alors, on passe à 15 000. Là, la mer a grossi un peu, mais elle est assez régulière. Et puis, on a toujours à peu près aux alentours de 25 à 30 nœuds de vent. Ouais, on a quasiment la même route. Je me suis fait un point sur la carte là qui passe à 15 000, je suis légèrement au-dessus. Et oui, on a eu un moment là, on a pris des rafales à 40 nœuds là, donc j'ai réduit mon génois et je reste comme ça parce que finalement c'est assez confortable. Là, on navigue à 9 nœuds et demi, entre 9 nœuds et demi et 10 nœuds tout le temps. Et j'ai 2 riz dans le génois, un riz dans la GB, donc ça suffit. Oui, alors j'ai pris 3 riz, dans la grand voile on a 3 riz et un demi-génois nous. Oui d'accord, je vois où tu es. Bon c'est ce qu'on voyait dans 1 heure à peu près, donc tu vois c'est à peu près, on est dans les clous là. Et puis effectivement nous aussi on va abattre un petit peu à ce moment-là pour être plus confortable. Enfin c'est surtout pour l'histoire de la mer, parce que alors, on a pris 3-4 battes dans le cockpit quand même. On a vu la séparation des eaux douces et des eaux salées. On a bien
empanné également. Et j'ai enlevé mon génois parce qu'il se déventait trop par l'AGB, je suis qu'à l'AGB. D'accord. Bah, nous, souvent, on se posait la question si on n'allait pas affaler complètement la grand voile pour mettre génois trinquette. Mais là, à vrai dire, avec un bout de génois et puis 3 riz dans la grand voile, on avance avec les nœuds et c'est à peu près confortable. Il y a eu un moment quand même où il y avait des grosses vagues et on était dans 35 nœuds de vent, c'était un peu chaud quand même. Ouais, on a eu les mêmes conditions. On a eu les mêmes conditions. J'ai pensé à faler également. J'ai pensé à faler et finalement là j'ai pris, je garde des appuis moteurs au cas où. J'ai les moteurs allumés, mais bon, pour l'instant tout va bien. Et quand tu as vu la séparation des eaux douces et des eaux salées, c'était par la couleur de l'eau? Oui. Et est-ce qu'il y avait des morceaux de bois dans la partie eau douce? Non, non, pour l'instant on n'a rien. J'ai Gilles qui regarde au cas où. Et si on a quelque chose, je te le ferai savoir de suite. Ça marche. Bon, allez, bonne route. Bon, donc on a contourné là maintenant complètement la pointe de la Barranquilla. Visiblement, on est plus au large que la sortie de la rivière de la Barranquilla qui charrie tous les troncs d'eau, tous les troncs d'arbres qui sont probablement à l'origine du naufrage du catamaran là, il y a 48 heures. Bon, il y a du vent et de la mer, hein, mais comme c'est quand même habituel à cet endroit-là, et là maintenant on est en route vers les San Blas. On va probablement descendre un petit peu plus sud-ouest que les San Blas pour essayer d'avoir des conditions de vent et de mer un peu plus clémentes, parce que là on est quand même souvent entre 30 et 35 nœuds. Bon, ça va, hein, mais c'est un peu fatigant à bord. Après une journée de navigation, le temps se calme. Et la fin de la traversée est même très agréable. C'est la nouvelle canne à pêche, ça a l'air d'être une bonne gagneuse. Et maintenant on a 2 cannes à pêche sur le bateau. François en a racheté une nouvelle d'occasion. Nouvelle canne à pêche tout franc alors, ça c'est super. Tito? Une petite bonite, ouais. Une petite bonite. Bon, une petite tonte, hein. C'est bon, c'est du très bon. Petit sashimi ce midi. Ah oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.